Game Trotter pour Yellow, première. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Game Trotter. Aujourd'hui, avec Julien, on va vous présenter les jeux qui sont dernièrement sortis chez Yellow. Alors, il y a du jeu du début d'année et du jeu tout récent, parce qu'avec le Covid et le confinement, ça a été un sacré business. Et dans cette vidéo, on va vous présenter 5 jeux qui sont encore dans l'actualité de Yellow, et on va vous les présenter un par un. Et on va commencer avec le tout premier jeu, Flying Goblin. Il n'y a pas de S. Flying Goblin, c'est un jeu qui nous vient tout droit de Corentin Lebras et de Théo Rivière, et il est illustré par Thomas Larek. Merci messieurs. Flying Goblin, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 petits gobelins de 8 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu familial, votre but va être soit de créer votre totem en premier, soit d'être le plus riche avec 25 diamants. Et pour cela, c'est très simple, vous avez un plateau qui représente un château dans lequel vous avez plusieurs salles et aussi une tour dans laquelle se cache le roi. Durant votre tour, vous allez devoir, grâce à vos catapultes, propulser vos gobelins dans l'enceinte du château. Et tout cela simultanément avec les autres joueurs. Ça va donc être un sacré bazar. Une fois que tous les joueurs ont propulsé leurs gobelins, vous allez réaliser les actions qui sont dans les salles où vos gobelins ont atterri. Dans ces salles, plusieurs choix. Vous allez pouvoir récolter des pièces, une ou deux, récolter des diamants, faire tourner le donjon de plusieurs quarts de tour, échanger un diamant avec d'autres joueurs, etc. C'est un jeu très fun et familial et vous allez passer un très bon moment. Une fois que les joueurs ont réalisé l'action des différentes salles, vous allez pouvoir recruter de nouveaux gobelins, dont des capitaines et des pillards et de simples soldats, afin d'avoir plus de soldats à propulser lors du prochain tour. Une fois que vous avez recruté vos gobelins, vous allez pouvoir aussi dépenser des pièces pour fabriquer un totem sur l'un des toits de la tour. Et si vous fabriquez votre totem en premier et en entier, vous gagnez la partie. Donc les autres joueurs vont essayer de vous le détruire. Flying Goblin, c'est donc un petit jeu très fun qui se joue en famille. Vous allez passer 30 minutes frénétiques dans lesquelles vous allez envoyer vos gobelins un peu partout dans la pièce. C'est un jeu qui est très accessible et vous allez pouvoir y jouer avec les enfants sans aucun problème. Et les adultes ou les enfants y trouveront le même plaisir de jeu. Les parties sont assez rapides et vous allez vouloir prendre votre revanche. Dans ce jeu de dextérité, vous allez avoir un matériel quand même assez conséquent et de très bonne qualité. Vous allez avoir les catapultes et les gobelins qui sont en bois et le plateau de jeu reste dans la boîte avec le château. Et c'est vraiment très bien fait. Un beau travail d'édition. C'est un jeu de chez Yellow qui est sorti en début d'année et que j'ai très apprécié. Et je vais maintenant vous parler de Sanctum. Sanctum, c'est un jeu de Philippe Neuduc à partir de 12 ans et pour 2 jusqu'à 4 héros. Dans Sanctum, vous allez essayer d'aller vaincre le Seigneur des Ténèbres, pas moins, Malgazar. Le principe du jeu, c'est que vous maîtrisez un héros et que vous allez équiper votre héros tout le long du chemin qui va vous conduire jusqu'à la finale. Le principe, c'est que c'est un jeu compétitif. Vous êtes les uns contre les autres. Vous allez essayer de battre un maximum de monstres pour avoir l'équipement de meilleure qualité. La mécanique du jeu, elle est basée sur le dé. Le principe, c'est que vous allez jeter une poignée de dés et vous allez les attribuer à des monstres pour les combattre. Votre équipement va vous permettre de faire des modificateurs sur ces dés et ainsi pouvoir améliorer les chances de battre les bons monstres. Sanctum est basé sur une mécanique de hack and slash. Vous retrouverez cette mécanique dans Diablo. Je bats des monstres et les équipements qu'ils portaient vont tomber au sol et vous allez pouvoir les récupérer et vous équiper à nouveau. On pourra clairement relever le gros niveau d'édition de Sanctum. Vous avez des figurines, vous avez des fiches de personnages, vous avez des petits pions qui vont vous permettre de marquer directement sur votre personnage, sur sa fiche de personnage, ses capacités et ses habiletés un peu plus élevées. Vous avez même des dés en bois de qualité. Sanctum, c'est pour moi un jeu qui est passé un petit peu sous le radar parce qu'il a eu le problème de sortir juste avant le confinement et il est resté en boutique pendant le confinement un petit peu à prendre la poussière. Le jeu mérite vraiment d'être connu pour cet esprit de découverte. En fait, lorsque vous allez être à la tête de votre héros et que vous allez essayer de combattre des monstres, vous êtes très agréablement surpris et je suis très curieux de la mécanique de qu'est-ce que va me donner le futur équipement. Et c'est en ça que j'ai trouvé Sanctum très sympa à découvrir. Pour un peu plus d'immersion, je me suis amusé à peindre les figurines et vous verrez la qualité de la sculpture
peut-être moins de la peinture. Au niveau de l'écriture des règles, Sanctum est relativement accessible. Il est à partir de 12 ans, mais c'est quand même de la gestion de dés, c'est pas insurmontable, et le thème est vraiment soutenu avec les monstres et tout cet esprit un petit peu légendaire de combat que vous allez faire. Le niveau du jeu est quand même assez élevé pour finir le jeu, en tout cas pour aller battre Malgazar, qui a un très bon niveau de combat. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un jeu coopératif. Vous êtes bien en compétition pour aller vaincre Malgazar, un petit peu comme si c'était un trophée. Vous l'aurez sans doute compris, c'est un jeu qui m'a énormément plu par rapport à son matériel et par rapport à l'aspect découverte des différents équipements et des différentes manières de jouer. Ce que je pourrais reprocher au jeu, c'est peut-être son aspect de chance, qui va être basé sur le dé évidemment, mais vous avez tous les modificateurs de jeu qui vont vous permettre de pallier à cette chance. Malgré tout, la chance est présente. La rejouabilité pourrait être aussi un aspect que je remettrai en question, parce que ce qui m'a vraiment plu, c'est la découverte. Est-ce que vous allez le rejouer pour essayer de trouver justement les bonnes combinaisons d'équipements, ou encore les différences entre les différents héros que vous allez pouvoir jouer. Sanctum est donc encore disponible en boutique, malgré le fait qu'il soit sorti juste avant le confinement, et si ça vous intéresse, foncez. Vous connaissez très certainement King of Tokyo, This One de Richard Garfield. Yellow est passé à la vitesse au-dessus, je le range de part vers moi sans que ça tombe, c'est mieux. Yellow est passé à la vitesse au-dessus, a fait une édition spéciale en édition limitée. Boom! King of Tokyo Dark Edition. Et là, ça rigole plus. Dans cette version de King of Tokyo, on garde les mêmes mécaniques et on recommence en y ajoutant quelques nouveautés, qui sont les bienvenues. L'auteur est bien évidemment toujours Monsieur Richard Garfield, mais les illustrations sont faites par Paul Mafayon. Merci messieurs. Et c'est la grande nouveauté de ce King of Tokyo, les illustrations, parce qu'elles sont totalement incroyables. Tout le jeu a été remanié. On a pris les mêmes personnages et on les a restylisés de A à Z. Les cartes c'est pareil, les dés c'est pareil, les pions c'est la même, tout est 2 fois plus beau qu'auparavant. C'est une édition parfaite. Du coup vous allez me dire, qu'est-ce qui change à part les illustrations dans ce King of Tokyo par rapport à la version précédente et pourquoi ça vaut le coup de l'acheter? Bah déjà c'est une édition limitée et c'est beau, rien que pour ça déjà ça vaut le coup de l'acheter. Le jeu est en lui-même un gros goodies on va dire. Mais il y a quelques petites nouveautés. On retrouve sur le plateau principal de ce King of Tokyo une piste de méchanceté numérotée de 1 jusqu'à 10. Pour atteindre le plus haut palier de cette piste de méchanceté, vous allez devoir faire les brelans comme avant, c'est-à-dire 3-1, 3-2 ou 3-3, pour pouvoir augmenter sur cette piste. Un brelan de 3 ne vous fait pas avancer, parce que vous avez déjà 3 points de victoire et c'est pas mal. Un brelan de 2 vous fait avancer d'une case, et un brelan de 1 vous fera avancer de 2 cases sur cette piste de méchanceté. Lorsque vous atteignez avec votre pion 3, 6 ou 10, vous allez prendre une tuile qui a un pouvoir et vous allez la mettre de part vers vous et le pouvoir de cette tuile aura un effet immédiat. Et c'est là tout le nouveau sel de ce King of Tokyo. Ça va rendre les parties un peu plus palpitantes. En plus de ça, vous allez retrouver dans cette édition de nouvelles cartes ainsi que des cartes goodies qui n'étaient pas dans la boîte de base de l'ancien King of Tokyo, toutes refaites à nouveau de manière stylisée. Le but dans King of Tokyo Dark Edition sera toujours le même, être le roi de Tokyo et donner des baffes à tous vos adversaires. Et ça, on adore. Watergate de Matthias Kramer, un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous allez rejouer le scandale politique du Watergate. Le président Nixon va affronter les journalistes pour essayer de étouffer les écoutes clandestines. Vous l'aurez compris, le jeu a une base très asymétrique. Un joueur va incarner la présidence Nixon et l'autre joueur va incarner les journalistes. L'objectif du joueur qui incarne les journalistes est de relier Nixon à des informateurs grâce à des indices de la couleur identique. Nixon, lui, va essayer de se défendre de ces liaisons et du coup étouffer l'affaire en basculant les indices face cachée pour que les liaisons soient impossibles. La mécanique de base, c'est un jeu de tir à la corde. Les indices, au début de la partie, seront connus seulement de Nixon pour leur couleur, et le journaliste va en prendre connaissance au fur et à mesure de la partie. Ce tir à la corde va s'organiser d'une manière un petit peu particulière. Vous avez des cartes en main. Toutes les cartes que vous avez en main vont être jouables de 2 manières différentes. Vous allez pouvoir les jouer soit pour leur pouvoir, soit pour leur couleur
et leur numéro. Dans le cas où vous l'utilisez pour la couleur et le numéro, vous allez déplacer un indice vers vous du nombre du numéro qui est indiqué sur la carte. Ou autrement, vous allez pouvoir utiliser à votre tour une carte pour son pouvoir directement. La spécificité de ce jeu-là, c'est que vous allez être constamment dans le dilemme d'utiliser soit le pouvoir parce qu'il est assez puissant, soit simplement bouger des indices vers vous pour essayer de les récupérer et les placer sur le plateau qui est commun. Dans ce jeu-là, j'ai particulièrement apprécié l'aspect historique du jeu et le fait de vraiment reprendre un bout d'histoire en se disant mais comment ça aurait pu se passer et quelles intentions auraient pu avoir les journalistes à ce moment-là. Les cartes sont très bien rédigées et à la fin des règles, vous trouverez une correspondance entre les cartes et l'histoire un peu plus approfondie. Dans ce jeu à 2 joueurs, vous allez sentir la tension qui va s'installer au fur et à mesure de la partie puisque vous allez voir votre plateau commun évoluer et voir que les indices vont parfois être vraiment en votre avantage ou en votre désavantage. Ce jeu a déjà été salué par la critique, BGG en parle en très bons termes et c'est aussi comme ça que je vais vous en parler parce que j'ai beaucoup apprécié justement cette tension et le côté assez pur du fait que vous puissiez jouer une carte pour 2 actions différentes et toujours en train de faire un dilemme. C'est vraiment pour moi mécaniquement suffisamment simple et efficace. Menez l'enquête. On est chez Yellow et vous connaissez sûrement Time Bomb, un jeu référence. Dans ce jeu-là, vous alliez opposer Sherlock Holmes et Moriarty. Mais dans une nouvelle version, Time Bomb Evolution, vous allez pouvoir opposer Sherlock et Moriarty. Dans cette transition, on a perdu 2 joueurs. Le jeu est jouable de 4 à 6 joueurs et pour un temps qui est comparable à la première version, c'est-à-dire une quinzaine de minutes. Le principe de base restera le même, vous avez un rôle de personnage qui va être distribué à chaque joueur, vous faites soit partie de l'équipe de Sherlock Holmes, soit de l'équipe de Moriarty. L'équipe de Moriarty a pour objectif de faire exploser des bombes, l'équipe de Sherlock Holmes a pour objectif de les désamorcer. Dans cette version-là, vous avez plutôt l'objectif de ne pas les faire exploser. Pour faire la petite comparaison avec la première version, dans la première version, vous aviez des cartes bombes, des cartes qui ne servaient à rien, qui étaient simplement des leurres, et une carte Big Ben qui explosait directement. Dans cette version-là, toutes les cartes vont faire quelque chose. Toutes les cartes sont des cartes bombes. Et du coup, votre objectif va être de limiter leur nombre révélé sur la table. Une fois qu'une bombe de même couleur est révélée en 4 exemplaires, elle explose. Ça, c'est pour la règle de base. Mais vous allez pouvoir le jouer aussi d'une manière un petit peu plus approfondie. Et dans cette version-là, vous allez avoir des bombes avec des effets. Le principe, c'est par exemple, une bombe va exploser lorsqu'elle sera simplement en double. Ou une bombe va vous obliger à en révéler d'autres. Le jeu est beaucoup plus difficile à bluffer de mon point de vue parce que vous allez possiblement, simplement en disant la vérité, déjà donner beaucoup d'informations à vos adversaires et à votre coéquipier qui est encore peut-être inconnu. J'ai trouvé très sympa que ça puisse renouveler le jeu. Je conseille quand même de passer par la première version, si jamais vous ne la connaissez pas, qui, pour moi, est un must-have au niveau du jeu de société. Time Bomb Evolution, ce n'est donc pas une extension, c'est un jeu à part entière et vous allez quand même grandement renouveler les mécaniques par ce côté un petit peu plus expert au niveau des bombes. Ce qui est sûrement dommage, c'est d'avoir perdu 2 joueurs dans la bataille. Le réduire de 4 à 6 joueurs le rend un petit peu moins pratique au niveau de l'éventail des joueurs et j'ai quand même une préférence pour le Time Bomb de base. Et Lobis, t'en as pensé quoi toi de Time Bomb? J'arrive. Hop là, Time Bomb Evolution. Moi j'étais un fervent défenseur du premier du nom. Celui-là il est clair qu'il s'adresse à un public un petit peu plus expert parce que c'est un jeu qui est un petit peu plus complet avec des règles un petit peu plus complexes. Donc ça s'adresse pas forcément au même public que le premier. Je suis assez d'accord avec ton avis, je suis du même avis que toi. Moi je préférais quand même assez la première version car je la trouvais plus fun et plus rapide et voilà, c'était plus convivial de jouer à celle-ci, moins prise de tête. Donc même si Time Bomb Evolution fait très bien le travail et s'adresse à des joueurs un peu plus experts, j'ai quand même trouvé mon compte, il est quand même très bien, mais j'ai quand même toujours ma petite préférence pour le premier du nom. Juste pour un petit rappel, l'auteur est Yusuke Sato et l'illustrateur est Bibun. Merci messieurs.
Merci messieurs. Voilà pour les 5 jeux Yellow qu'on souhaitait vous présenter dans cette petite vidéo Quoi de neuf chez Yellow. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des jeux qui sont sortis en début d'année et là très récemment, ça a été un petit peu le bazar avec ce Covid. C'était les 5 jeux qu'on souhaitait vous présenter, c'est des jeux qui nous ont plu de la gamme de chez Yellow, vous savez tout. A bientôt. On vous parle de nouveautés, mais il y a encore quelques nouveautés chez Yellow. Une nouveauté fait particulièrement parler en ce moment. On vous présentera dans une prochaine vidéo dès que possible. On y consacre une vidéo en entier tellement le jeu nous paraît être un phénomène. Sans vous dire ce que c'est, il est là. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la commenter, parce que ça nous fait toujours plaisir de lire des commentaires et de voir des pouces bleus sur la chaîne. Je vous souhaite de bien jouer avec toutes ces nouveautés, jouez bien, jouez malin. Ciao! Ciao. J'ai un clap.